Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve comme tous les jours avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans le neutral à 50. Du côté des marchés US également, pas de grands changements, on est toujours dans le neutral à 47. Avant de vous laisser au zap, un petit mot pour tous les nouveaux arrivants. Bienvenue à vous et merci infiniment pour votre confiance et sachez que vous pouvez retrouver dans la description de chaque zap crypto toutes les informations nécessaires comme les intervenants et leurs vidéos qui sont présentées ainsi que tous les timecodes pour pouvoir naviguer le plus simplement possible dans le zap. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou le rouge si le zap ne vous plaît pas. Et vu toutes les news négatives qu'on a en ce moment, je suis à deux doigts, moi également, de foutre des pouces rouges sur mes propres vidéos. Alors vivement les beaux jours et en attendant, surtout, ne vous laissez pas happer par tout ce fait d'ambiance. Sur ce, vous pouvez enfin vous installer confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'était Zap Crypto. Le premier concept, c'est de ne pas investir tout d'un coup. Car si tu as 1000 € et que tu veux les investir en une seule fois, la plupart du temps, tu auras beaucoup d'émotions dans ta décision, beaucoup d'impatience, beaucoup de FOMO et tu augmentes tes chances de prendre une mauvaise décision. Donc moi, si j'avais 1000 € à investir aujourd'hui, je le couperais en 5 parties de 200 €. Et tu vas me demander pourquoi. Tu vas me dire, voilà, moi c'est beaucoup plus simple d'investir en une seule fois. J'ai un peu la flemme de couper ça en 5 parties. Mais ce qui se passe, c'est que tout simplement, on n'est pas capable de prédire le bottom, le point le plus bas pour Bitcoin. Quand tout le monde pensait en juin 2022 que le bottom avait été atteint à 19 000 $, en réalité, il a été atteint quelques mois plus tard, en novembre 2022, autour de 16 000 $. Et si on avait donc coupé cet investissement de 1000 € en plusieurs parties et qu'on avait investi un petit peu chaque mois, eh bien on aurait été capable de bénéficier du super prix du Bitcoin à 19 000, mais également du prix du Bitcoin à 16 000. Et en fait, couper son investissement en plusieurs petites parties et faire ce qu'on appelle aussi de l'investissement programmé ou du dollar cost averaging, c'est juste accepter qu'on ne peut pas prédire l'avenir, d'être humble. Et en vrai, depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus rassuré. La première condition, c'est que le node soit à moins de 1000 $, ou tout du moins qu'il soit accessible pour moins de 1000 $. En effet, on va le voir, pour certains nodes, il y a effectivement la possibilité de le monter pour un tarif moins élevé que 1000 $, mais par la suite, il y a effectivement cette possibilité de continuer à accumuler des coins et donc de dépasser la barre des 1000 $. Mais vraiment, le but ici, c'est d'avoir un node, au moment où je tourne cette vidéo, qui va vous coûter moins de 1000 $, et de manière générale, les nodes que je vais vous proposer sont plutôt aux alentours des 400 à 500 $ plutôt que des 1000 $. La deuxième condition, c'est que l'on ait affaire à un vrai node ou un vrai masternode et pas à du delegate proof of stake. C'est-à-dire que dans cette vidéo, forcément, vous n'allez pas retrouver du staking d'Atom, de Crow, de Polygon, puisque là, on est sur de la délégation de fonds, on ne possède pas réellement son node. Ici, le but, ça va vraiment d'être de garder la main sur nos coins et de monter notre propre node, notre propre masternode. Troisième condition, je veux que le node soit rentable à l'instant T. C'est-à-dire qu'on va pas du tout partir dans des nodes où on se dit « Ok, mais si le coin prend de la valeur dans le futur, il sera peut-être rentable à condition que... » Non, on part pas du tout dans cette optique-là. Le node doit être rentable dès à présent, c'est-à-dire qu'il doit au moins payer ses frais d'hébergement et son frais de financement, mais surtout vous rapporter un petit quelque chose derrière, parce qu'encore une fois, le but de la vidéo, c'est que le node soit rentable et vous rapporte un petit quelque chose au final lorsque vous allez le monter. Et tant qu'à faire, si ce petit quelque chose peut être un moyen ou un gros quelque chose, on va essayer d'en profiter. Le quatrième point fait également référence à cette rentabilité. Il faut que le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement ou l'APR, soit intéressant. Parce que oui, on est bien d'accord que si vous achetez un node à 500 $ et que chaque année il vous rapporte par exemple 2 $ et que ça couvre ses frais de fonctionnement, oui, sur le papier, vous êtes rentable, sauf qu'on est bien d'accord que bloquer 500 $ pour gagner 2 € ou 2 $ derrière, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et c'est notamment ce que j'ai cherché au niveau des notes que je vais vous présenter. Il faut que derrière, le gain, ça puisse vous permettre de vous faire un petit peu plaisir également. Le but, c'est pas de générer quelques centimes par année, faut vraiment que ce soit quelque chose d'intéressant. Le cinquième point, c'est probablement le plus important à mes yeux, c'est que le projet soit sérieux et long terme.
on est bien d'accord que, comme dans toutes les crypto-monnaies et dans tous les coins et tokens différents qui existent, il y a parfois la possibilité de faire de très jolis coups sur des crypto-monnaies, mais il faut avoir un petit peu de chance, il faut être placé au bon moment, au bon endroit, il faut avoir su se positionner rapidement, etc., etc. Ici, le but, c'est justement d'avoir plutôt un investissement passif, sans trop devoir se prendre la tête, et pour ça, il faut que, de un, le projet soit sérieux, parce qu'effectivement, si le projet vient disparaître dans 2 mois, bah, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et en second point, il faut également qu'il puisse perdurer dans le temps, puisque effectivement, c'est bien sympa par exemple d'avoir du 200% d'APR sur certains coins, et oui, c'est possible, sauf que la semaine suivante, on n'est plus qu'à 10%, et là, ça change directement toutes les statistiques. Donc encore une fois, ici, il faut quelque chose qui soit sérieux au moment où je vous en parle, et qui soit également pérenne dans le temps. On est encore qu'en début 2023, ce type de note doit justement pouvoir perdurer 2023, 2024, etc., etc. Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir swap à moindre frais, faire jouer la concurrence, c'est vraiment essentiel quand vous allez vouloir faire un swap. Et on verra aussi comment utiliser un bridge et on verra quels sont les bridges les plus intéressants pour vous et quels sont les plus compétitifs. Utiliser un wallet non custodial, c'est technique. Déployer une DIA pour comprendre le fonctionnement intrinsèque des ZK Rollup, c'est technique. Mais actuellement, le boss de fin, l'activité la plus technique de cet écosystème, c'est clairement de déclarer ses crypto-monnaies. Bon ok, j'abuse un peu, mais la fiscalité des actifs numériques, c'est un domaine qui est tellement jeune, avec tellement d'aspects complexes à prendre en compte, qu'on peut très très vite s'y perdre, et ne pas faire les choses correctement, même avec toute la bonne intention du monde. Il y a actuellement beaucoup de flou autour des déclarations crypto. Est-ce que si j'ai pas vendu, je dois quand même déclarer? Est-ce que si j'ai pas réalisé de profit, j'ai quand même une déclaration d'impôt à faire? Est-ce que je dois déclarer tous les ans, tous les mois, tous les 3 mois? Même si c'est loin d'être le sujet le plus excitant, la fiscalité crypto fait clairement partie des choses que vous devriez maîtriser ou au moins connaître pour ne jamais avoir de problème dans votre parcours d'investisseur. Alors avant de commencer, il y a toujours ce fameux débat de oui mais tu sais, moi j'ai fait que 500 € de plus-value cette année, j'ai pas besoin de déclarer, ils vont jamais venir me choper pour ça. Concrètement, même si ça évolue très vite, la fiscalité crypto c'est encore flou sur pas mal de sujets et c'est un avis qui s'entend. Et en soi déjà vous faites ce que vous voulez, à vos risques et périls, mais ma théorie c'est que je suis là pour rester un moment dans les crypto-monnaies. Et j'espère, en tout cas je fais tout pour, que mes investissements vont payer et que je ferai des multiplicateurs qui me donneront des sommes importantes. Et du coup, ces sommes importantes, je vais être obligé de les déclarer. Donc, quitte à devoir déclarer un jour ou l'autre, parce qu'on est en France et qu'il y a un truc qui s'appelle la loi, autant le faire le plus tôt possible avec des montants qui peuvent être plus petits pour être à l'aise une fois que j'aurai à manipuler des sommes plus importantes et pour ne jamais avoir de problème. Cette vidéo n'est absolument pas un conseil en fiscalité, vous faites ce que vous voulez, mais on va essayer de regarder comment faire les choses le plus proprement possible sans y passer non plus une semaine entière. On continue et on terminera dessus sur Binance. Binance qui, ça y est, a le go du juge de la liquidation pour justement racheter Voyager pour 1,3 milliard de dollars versus 1 milliard de dollars à l'origine. Et ça y est, c'est un peu la fin de ce FUD là dans lequel il y avait une accusation autour de Binance de manipulation autour de Voyager sur le fait que le prix qui avait été donné ne correspondait pas aux assets, qu'il y avait une manigance autour de ça. Ça n'empêche que on reste toujours dans l'incertitude avec le transfert de 1,8 milliard de dollars, la justification d'un transfert de 1,8 milliard de dollars par Binance. On a aussi un certain nombre de sénateurs qui sont en train de s'interroger sur certains déplacements de fonds au sein de Binance et une typologie de blanchiment d'argent qui est toujours derrière. On a encore derrière énormément de FUD, il faut faire très attention, toujours à prendre du recul par rapport à ça. Le FUD reste du FUD, mais le problème c'est comme toujours, comment différencier le FUD du vrai? Ça c'est toujours la grande question, et il faut toujours faire un maximum attention, n'oubliez pas, not your key, not your coin. On va parler maintenant de FTX. FTX vient de porter plainte contre Grayscale et DCG. Donc Grayscale et DCG, on en a parlé, Grayscale, plutôt c'est Genesis qui est en faillite actuellement. Mais bon, Genesis c'est une filiale de DCG, Grayscale est aussi une filiale de DCG, et là FTX vient de porter plainte parce qu'ils disent Grayscale, ils ont des frais trop exorbitants, c'est trop cher les frais sur Grayscale. Grayscale c'est ce fonds où il y a beaucoup, ils sont surtout connus pour leur fonds de Bitcoin qui était utilisé initialement par les institutionnels parce qu'il y avait très peu d'autres choix pour investir sur le Bitcoin, mais les frais associés sont élevés, je pense qu'on est à 2% par an, plus
plus un certain nombre de frais et surtout le cours, on va dire, de tout ce qui est mis sur Grayscale, ça vaut à peu près 50% de moins que la valeur réelle des bitcoins qui sont dedans. Et FTX reproche en fait à Grayscale les frais et reproche aussi à Grayscale le fait de ne pas pouvoir retirer en vrai crypto leur part de bitcoin, d'Ether qu'ils ont sur Grayscale. Donc ils portent plainte contre eux en disant voilà, nous on voudrait que vous changiez cela parce qu'on pense qu'on pourrait obtenir 90% de plus. Ils pensent que leur part vaudrait dans les 550 millions de dollars alors qu'actuellement on est autour de 250 millions de dollars. Donc c'est une bonne chose, en final, s'ils arrivent à changer ça pour Grayscale, pour FTX, qui va récupérer beaucoup d'argent. Pour les utilisateurs qui ont de l'argent bloqué sur FTX aussi, c'est une bonne chose. Mais c'est une mauvaise chose pour Grayscale et DCG. Parce que c'était une source de revenus assez importante qu'ils avaient. Et j'espère, moi, surtout, que ça va pas complexifier le plan de sauvetage de Genesis. Genesis qui est une filiale de DCG aussi. L'idée c'était aussi que petit à petit les frais générés par Grayscale servent à rembourser DCG, qui va servir à rembourser Genesis. Donc ça va complexifier peut-être les choses prochainement. On va voir maintenant comment ça va se passer. Est-ce que le plan de sortie de faillite de Genesis va toujours être maintenu? On va voir si la justice va l'accepter ou non prochainement. Il y a une news qui est aussi super importante, c'est le fait que Binance, il y a une nouvelle attaque contre Binance. Là, pour le coup, c'est un rapport du Wall Street Journal. Donc, sur la base d'échanges de messages Telegram, ils auraient la preuve que finalement Binance aurait tout fait pour contourner les réglementations US, que finalement les entités Binance US et les autres entités Binance seraient beaucoup plus intégrées que prévu. En fait, il y a un cas en ce moment, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une fronde réelle contre Binance. Et voilà, ils essayent de neutraliser Binance aussi bien au niveau de son accès au dollar comme on l'a vu que voilà que légalement en faisant des poursuites. Et on a le Wall Street Journal qui est vraiment le bras armé le bras armé, c'est surtout la SEC et le Congrès qui s'en donne à cœur joie également. On va suivre ça d'assez près parce que la question c'est de savoir combien de temps Binance va pouvoir tenir. On n'a pas tellement d'idées sur leur liquidité. On voit qu'ils avaient importé des liquidités depuis Tron sous forme de Tether hier. Et on va voir combien de temps ça peut durer. Mais donc voilà, moi je donne toujours pas de conseils d'investissement, mais c'est vraiment une fronde extrêmement dure contre Binance en ce moment. Et ils y vont vraiment pas avec le dos de la cuillère. Écoute, on va continuer avec le Ponzi, vu qu'on parle d'argent. Ouais. Il y a rien de mieux qu'un bon petit Ponzi pour voir à quel point les gens peuvent avoir de l'argent et à quel point ils sont prêts à le perdre. Un Ponzi à 100 millions. Un Ponzi à 100 millions, moi je me suis dit, mais combien de personnes? Parce que moi je connais pas BK King ou je sais pas quoi. Quoi, BK c'est Burger King. Je pense à Burger King, ouais. Il y a eu 100 millions de détournés pour seulement 53 investisseurs, je crois. Donc, c'est exactement ce que je dis. Il y a beaucoup d'argent dans le monde et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent à perdre. Bah en fait, je me dis 53, donc c'est minimum que des millionnaires, je pense. Donc des gens pas trop cons. Ouais. Frérot, pose-toi les bonnes questions. Enfin, je veux dire, Madoff, ça y est, on sait déjà. Il nous a prévenu, Madoff. Mais écoute, il y a encore des gens, t'as pas besoin d'être riche pour ne pas faire d'erreur, on va dire. T'as souvent des fonds qui sont gérés pour des grosses fortunes, et c'est sûrement des investissements de gros fonds qui se sont dit, tiens, il y a un truc à faire. Là, on regarde, il y a des Ponzi encore, ou des scams qui sont encore aujourd'hui en cours, et des investisseurs qui, malgré les grosses alertes rouges sur certains projets, continuent d'investir et continuent de défendre. Bon, écoute, 100 millions qui ont été pris, mais il y a la SEC qui a ramené le bout de son nez, qui a dit arrêtez tout. Puis c'est surtout que pour eux, ça y est, c'est acté. Genre, Monsieur Kang, donc le créateur de cet exchange, il s'est amusé, il s'est payé des vacances, il a détourné, c'est un Ponzi. Genre, il n'y a pas de... On soupçonne... Non, c'est un Ponzi, les gars. Il n'y a pas de procès. Et du coup, forcément, ils en profitent pour dire à quel point il est nécessaire de réguler la crypto, qu'il faut protéger les gens, et voilà. Bon, écoute, c'est de toute façon le son de cloche, il n'y a rien de mieux pour eux qu'une publicité pareille, de faire des gros titres, alors même que, pour l'instant, pas de procès, rien d'acté en soi. Le côté positif des monnaies numériques de banque centrale, MNBC pour les banques centrales. Ça, c'est pas mal. Vous allez lire quand même tout ça. C'est très intéressant. Pourquoi les MNBC? C'est une excellente question. On est bien d'accord. Avant de commencer à réfléchir autour de ce point, il est bon de rappeler quel est l'intérêt de cette nouvelle forme de paiement. Selon cette petite vidéo de la BISC, considérée comme la banque centrale des banques centrales, les principales qualités des MNBC sont la rapidité de transaction, la sécurité, les frais bas, l'accessibilité à tous.
C'est génial ça, hein, les positions des banques centrales. Mais, nous, ce qu'on ne va jamais oublier, en tout cas, je sais plus s'ils en parlent là-dedans ou quoi que ce soit, c'est qu'en réalité, ce qui les intéresse, eh bien, on l'a ici. Effectivement, si une MNBC peut offrir certains avantages, elle peut aussi avoir des conséquences néfastes sur les ménages, les entreprises et la stabilité financière, comme la surveillance par l'État, des choix de dépendance des citoyens, l'instabilité financière car les citoyens ne convertiraient pas leur argent en MNBC pendant les périodes de la tension économique. Bon, ça on discute. Une augmentation du pouvoir de la Banque centrale. Voilà, c'est ça le plus important. Parce qu'en réalité, notre finance décentralisée, comme on l'a vu, comme Satoshi Nakamoto nous a amené ça, cette équipe et tous les autres qui travaillent autour depuis ce temps, Ethereum, etc., toutes les sociétés qui sont montées à une certaine époque, c'était avec une vision de décentralisation, une vision de pouvoir posséder notre argent et diriger les choses comme on en avait envie, mes amis, hein. Maintenant, les banques centrales, je pense que c'est pas du tout la même vision que nous, mais ils ont compris que les blockchains, ça ne peut plus disparaître. C'est quelque chose d'assez fabuleux dans la progression de notre technologie et la progression financière dans notre monde, mais ils vont vouloir envelopper tout ça et ils vont vouloir évidemment diriger tout ça. Le président de la Fed, notre ami Jérôme Powell, a déclaré au Congrès américain que la Fed est prête à accélérer le rythme des hausses de taux. Et là, il y a tous les investisseurs qui sont en mode panique, en train de courir dans la pièce, de droite à gauche si tu veux. Si la totalité des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié. On a vu, nous, les données depuis un bon gros mois, c'est justifié. Voilà. Un marché de travail méga tendu, tout le monde a un boulot. En plus, t'as plein d'offres d'emploi disponibles, les allocations chômage, personne n'en veut. Les mecs, ils s'emmerdent au guichet, là, personne ne veut d'allocation chômage. Non, il n'y a pas ça. Il y a tout qui monte. Les entreprises continuent de produire tout ce qui va bien. Les order books les carnets d'ordre sont remplis. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon, mais on le voit y venir. À 3 km, on l'a vu venir. On en parle tout le temps. Donc, Jérôme Powell a également noté que les dernières données économiques sont arrivées plus fortes que prévu. Mais c'est vrai que va falloir qu'ils changent ces prévisionnistes, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un indicateur qui sortait, ils étaient éclatés au sol, le prévisionniste, en mode ils étaient à 3 années-lumière des prévisions. En gros, c'est ça. Sauf l'inflation, là, ils sont au poil. Bon, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d'intérêt sera probablement plus élevé que prévu. Et là, il y a tous les investisseurs qui courent dans la pièce. Mais non, bordel! En janvier, on avait braisé que tout allait bien, que l'inflation allait descendre, que les taux allaient descendre, que le pivot de la Fed allait arriver en 2023. Et là, on nous dit que non. Voilà, bon. Et donc, la Fed prévoit des augmentations continues des taux directeurs qui seront appropriés pour atteindre une orientation de politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2%. Donc le but c'est aller à 2%, hein. C'est pas aller à 4-5, hein. C'est 2. Hein. Donc les deux ils sont loin là. Je sais pas si toi tu les vois, mais même avec des jumelles ça marche pas. Il faudra le télescope Hubble si tu veux pour voir l'inflation à 2% où elle va être, parce que c'est dans longtemps ça. Bon. Et le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement une orientation restrictive de la politique monétaire pendant un certain temps. En gros, ça va piquer pour tout le monde. Voilà. Donc, en fait, il est en train de dire ce qu'une personne normale, sensée, qui enlève ses billets bullish ou bearish, mais de côté, c'est tous les indices qu'on a montrés disaient que ça allait être pas bon. Et donc, dans une inflation qui monte ce mois de mars ou le mois prochain, on ne sera pas surpris. Parce que tous les indicateurs sont là-dedans. Et donc, le truc marrant, c'est attention, le calendrier prévisionniste des hausses de taux par la Banque centrale américaine, on est arrivé à 5,75%. Bravo, ça monte. Allez, qui dit 6%? 6%, non, personne, bon. On est vraiment sous une énorme pression pour le moment. En fait, la pression dans laquelle on se trouve, qu'on voit arriver sur les marchés, provient plutôt du gouvernement américain lui-même. Alors, vous savez qu'ils ont énormément de bitcoins, qu'ils ont saisi durant différentes occasions au fil des années. Dans ce cas en particulier, pour le coup, on peut voir que la plupart des bitcoins qui sont vendus proviennent de l'opération de Silk Road, qui était... pour faire simple, un marketplace sur le darknet avant qu'il ne soit fermé. Et ouais, je pense que ceci a été saisi il y a environ 10 ans, ça fait un bail maintenant, et ouais, ils ont environ $1 milliard avec ces bitcoins, et ils viennent en fait maintenant de transférer 9800 jetons vers la plateforme d'échange Coinbase, et ça c'est donc une transaction d'une valeur de $217 millions, c'est vraiment pas rien en un seul coup. Alors pourquoi le transférait-il à Coinbase? Eh bien oui, forcément, essentiellement ce serait pour les vendre, il me semble. Le gouvernement américain est donc en difficulté, visiblement, ils vendent ces bitcoins, peut-être qu'ils ont besoin de liquidités ou quoi que ce soit d'autre. Je sais pas trop pourquoi il ferait ça maintenant, mais voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Et bien sûr, le marché a gravement réagi à tout ceci. Donc si on regarde le Bitcoin, on était dans une grosse zone de résistance
entre 22,5 et 25 grosso modo. On est en train de passer par le sud, ça c'est pas bon signe pour l'instant. Est-ce qu'on n'aurait pas une espèce d'épaule tête-épaule? C'est possible aussi. Mais en tout cas là on est en train de repiquer plein sud. On verra les supports. Pour moi la grosse zone tout simplement, elle est ici. Grosso modo entre 20 et 21 000 $. C'est vraiment une zone très très importante de support long terme. Sinon on serait typiquement dans une 1, 2 avant peut-être de repartir, mais en tout cas, il faut vraiment soutenir cette zone, et vous le savez, je continue tous les jours à faire du DCA agressif sur du Bitcoin. Donc au niveau du weekly, comme vous pouvez voir ici, on est allé retester justement les deux moyennes mobiles et donc là on a ce croisement là et donc ça généralement c'est un death cross, c'est pour un signal baissier important et c'est vrai qu'on n'a pas eu de structure de ralentissement économique en quelque sorte comme en 2007-2008 ou en 2001, 2002, 2003 et donc on ne sait pas comment vraiment le Bitcoin peut réagir dans ce genre de conditions. Oui, on a eu une récession en 2020 mais elle a été très 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 rapide et donc il y a eu des injections très rapides aussi, ce qui fait que le Bitcoin n'a pas vraiment vécu dans un environnement avec un cycle de ralentissement qui est beaucoup plus long comme 2007-2008 ou 2001, 2002, 2003. Donc voilà, donc là c'est pour ça aussi qu'on a pour la première fois ce croisement-là qui va être important de surveiller à terme. Au niveau du 3 jours, on va s'enlever le graphique derrière histoire d'y voir plus proprement, voilà, ça sera un peu plus propre. Au 3 jours, on a cassé la Tenkan, donc ça n'a pas trop d'importance, hein. En correction, on casse régulièrement la Tenkan. Ce qui est important, c'est bien sûr la Kijun. La Kijun, et vous pouvez voir qu'on a même le nuage en soutien juste en dessous. Donc on a un très gros niveau de support 3 jours sur l'Ichimoku, aux alentours des 20 400 encore une fois, et 20 800 $. Vous voyez, on retrouve à peu près la même zone qu'en daily, donc le bas du nuage. Donc très gros niveau de support. Support bien entendu à pas casser, sinon on repasserait également bearish sur Ichimoku en 3 jours. Au niveau de la lagging span, on a quoi? On a le bas du nuage qui pourrait faire support, encore une fois vers les 20 400 $. Et le support ultime, c'est bien entendu ce gros plat de Kijun aux 18 500 $. Vous voyez, c'est ce niveau-là qui est extrêmement important, on l'a déjà vu, c'est vraiment le niveau de la dernière chance. Vaut mieux éviter de casser les 20 000 $, ce serait plutôt mauvais signe, mais vraiment les 18 000 $, c'est, même si théoriquement on ne devrait pas y retourner, c'est le support de la dernière chance. Encore une fois, Ichimoku en 3 jours nous montre, on a le gros plat de la Kijun et on a la lagging span qui pourrait venir ici en dernier recours, mais il ne faudrait vraiment pas qu'on casse bien entendu ce niveau. Et pour le weekly, eh bien, on est toujours bullish, parce qu'on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, la lagging span est au-dessus du cours du prix et au-dessus de la Tenkan. Et on a du gros support, eh bien, encore une fois, au niveau de la Kijun, vers les 20 400 $. Encore une fois, on en revient aux 20 400 $. On a la Tenkan un peu plus haut, aux 21 000 $, mais c'est un peu moins important. Vous pouvez voir qu'en tendance haussière, vous voyez pareil, par exemple ici, ça en arrive régulièrement qu'on la casse. Et en tendance baissière à l'inverse, qu'on repasse légèrement au-dessus, vous voyez. Donc, c'est pas très important. Ce qui va nous importer, c'est bien entendu de maintenir la Kijun pour rester bullish en weekly. La lagging span à l'heure actuelle est sur du support. Donc, vous voyez que là, on a l'impression qu'on est sur rien, mais en fait, on est dessus. C'est la lagging span qui fait support actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a et le cours du prix et la Tenkan. Malheureusement, dans la semaine prochaine, on sera supporté seulement par la Tenkan parce que le prix, vous voyez, il sera ensuite vers les 19-20 000 $. Donc, il vaudrait mieux essayer de maintenir ces niveaux parce qu'après, voilà, il n'y a plus trop de support. Mais bien entendu, il y a le gros support ici aux 20 400 $, encore une fois. Donc, c'est vraiment 20 400 $, le niveau à pas casser en weekly. Sinon, on repasserait bearish sur Ichimoku. Ensuite, à la hausse, bien entendu, on aura vers les 26 000 $ un peu de résistance. Mais si on arrive à passer les 26 000 $, donc du coup, le gros niveau des 25 000 $, bien évidemment, eh bien, on n'a plus rien jusqu'aux 30, 32 000, 34 000 $. 33 000 $, tout dépend combien de temps on va mettre pour y arriver, bien entendu. Autre projet que j'aime bien, et vous le savez, et ça arrive aujourd'hui, c'est bien sûr Illuvium. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a encore le giveaway sur mon compte Twitter. On vous offre 10 NFT en partenariat avec Illuvium. Donc merci encore beaucoup à eux. Et sachez que donc ce soir, en fait, sort les Illuvitar. Donc ces fameuses PFP qui servent aussi d'avatar en fait dans le jeu. Il y en a 120 000.
Je ne sais pas si 120 000 c'est beaucoup ou pas, parce que en fait, si vous voulez, c'est beaucoup pour une collection NFT, mais c'est peu pour un nombre de joueurs. Donc à voir du coup comment ça va se passer. En tout cas, donc c'est ce soir que ça se déroule. Je vous rappelle que du coup les gens en fait ils vont acheter des disques, et en fait que dans ces disques là, justement il y a différents Illuvitar. Il y a 2 sortes de disques, les normaux et les mégas. On a le prix ici 0,025 et 0,124. Donc on suivra ça. Moi je vais pas vous mentir, je pense que je vais prendre un méga. Faire une petite folie, je pense, mais vraiment, Illuvium, j'y crois beaucoup. Et actuellement, pour Illuvium, en fait, le mieux, enfin, si vous voulez investir, en tout cas, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez investir, du coup, pour moi, c'est soit, du coup, cette nouvelle collection-ci, soit les lands, soit le token. Il n'y a pas 50 000 solutions. Donc, pourquoi pas, du coup, investir dans la meilleure collection, entre guillemets, la plus rare sur les Megabox, à voir. Ensuite, l'actualité suivante, elle concerne The Sandbox qui acquiert S-Viper, qui est une entreprise allemande, et qui va s'occuper en fait de faire évoluer et d'implémenter plus de fonctionnalités sociales et multijoueurs au sein de The Sandbox, ce qui est très très cool, parce que j'avoue que j'ai jamais mis les pieds sur The Sandbox. Ça vous étonne peut-être, mais ouais, en tant que joueur Web3, j'ai jamais mis les pieds sur The Sandbox, j'ai jamais testé. Mais de ce que j'ai entendu des gens qui avaient essayé, qui avaient joué et tout, ils me disaient que ça manquait en fait cruellement d'interaction avec les autres joueurs en tout cas, et que c'était juste des petites expériences comme ça qu'on pouvait faire à gauche, à droite en fonction de quand elles étaient lancées, avec des quêtes assez basiques en soi. Donc le fait qu'ils ajoutent plus d'interaction sociale, plus de multijoueurs et tout, à mon avis c'est ce qui va faire tendre The Sandbox vers un vrai métavers où on sera content d'y aller, d'interagir avec les autres personnes, et surtout d'interagir sur des activités fun, quoi. Ça, faudra voir aussi dans quelle direction ils vont aller. Et pour finir, dernière news, Snoop Dogg qui s'ouvre à l'avenir de la création sur le Web3. Donc Snoop Dogg, très bullish envers la blockchain et métaverse, a noué des partenariats avec de nombreuses entreprises blockchain et métaverse en 2021. Et il a récemment révélé un nouveau projet, donc il est cofondateur, qui s'appelle Chiller, qui est un service de live streaming, comme Twitch par exemple, alimenté par le Web3. Et donc tout porte à croire que notre ami rappeur américain comprend les enjeux économiques de la création et de l'essor du Web3. En gros, Chiller donc se joint là à l'évolution, et ça permet aux créateurs de contenu de monétiser leur flux, et l'application permet de tokeniser facilement les contenus. Donc on nous dit que ce mouvement Web3 cherche à éliminer les intermédiaires en donnant aux créateurs la propriété complète de leur contenu et des revenus. Et ça c'est beau. Et regarde, Snoop Dogg il dit get ready, donc soyez prêts pour des streams sur le Web3, et dites au revoir à tous les intermédiaires et bonjour à tous les créateurs qui sont eux-mêmes les propriétaires de tout grâce à Chiller. Bon voilà, attention, c'est pas moi je m'en fous de Chiller, pas sponsor, c'est juste un article que j'ai trouvé cool, donc je vous partage. Hein. Et donc, les plateformes de messagerie, il y a Chiller, donc qui veut être le stream, le Twitch décentralisé où les créateurs, ils possèdent tout. Et il y a aussi des plateformes de messagerie décentralisées. Par exemple, tu as Damus, qui va être le tueur de Twitter. Alors, il sort des mots géants, mais pour tuer Twitter, faudra du temps. Et Damus est soutenu par Jacques Dorsey, qui est l'ancien PDG de Twitter. Et Damus a débarqué dans l'Apple Store le 1er février. Et donc, c'est un Twitter décentralisé avec une messagerie privée cryptée de bout à bout. Et la plateforme aussi un paiement intégré en Bitcoin. C'est pas magnifique ça? Mais c'est pas magnifique les gars? C'est splendide, c'est splendide. C'est exactement ce qu'on voudrait de Twitter, décentralisé, crypté, privé et avec des paiements par exemple Bitcoin. Mais c'est exactement ce qu'on voudrait. Maintenant, est-ce que Damus va trouver ses clients? On sait pas trop. Bon, et donc avec Chiller, Snoop Dogg prend part à cette révolution de fond qui vise à redonner le pouvoir aux créateurs de contenu en les rémunérant directement, en leur permettant de garder le contrôle de la propriété intellectuelle. Et je trouve ça très bien. Tu me diras ce que t'en penses. Et donc, Snoop Dogg a beaucoup d'implications dans la sphère crypto. Donc, il s'intéresse à la blockchain, au métaverse. Il a été partenaire avec Metaverse Sandbox, avec Yuga Labs, qui crée les NFT qui valent un bras, avec aussi Robet, qui est un casino crypto. Et donc, on nous dit que l'économie de la création et l'utilisation de la blockchain et des NFT semble être là pour rester. Bon, espérons. Les créateurs de contenu, y compris des personnalités emblématiques comme Snoop Dogg, ont bien compris les avantages qu'offre cette technologie. Adieu ces intermédiaires, et chacun est propriétaire de tout ce qu'il fait. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.